Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, comment ça va? Monsieur Guillaume, je vais très bien et toi-même. Bah ça va bien, écoute, en plus bonne nouvelle parce que... Et il y a des questions qui vont devoir être updatées parce qu'il n'y aura pas un ni deux, mais trois pensionnaires du MMA Factory à l'UFC Paris, puisque Taylor Lapillus, ça y est, a été annoncé, le retour. Est-ce que pour toi, pour Taylor, vous savourez, est-ce que c'est une petite victoire aussi après ces années, bon, qui ont été fructueuses, hein, mais hors de l'organisation? C'est une grosse satisfaction. Ça a été laborieux. Est-ce qu'à un moment, t'as arrêté d'y croire ou pas? Oui, il y a un moment où j'ai eu des gros doutes. Il y a un moment où ça a été long. On a attendu. Ensuite, il y a eu cette défaite-là en Russie contre Dalentiev, le judoka, qui nous a fait des trucs. C'était trop dur, c'était trop compliqué. Il avait trouvé une stratégie très efficace de mettre ses doigts dans les gants. Et donc, on a l'impression que Telo avait un kimono et les projections, c'était dur. Match très compliqué, il perd à la décision en Russie. Ensuite, il revient et là, il a le syndrome de l'entrepreneur. Là, il décide de devenir un entrepreneur. Il ouvre des restaurants, il est à fond sur autre chose et donc c'est un peu compliqué. Euh, il commence à douter, il parle plus du sport, il veut plus entendre parler du sport, il veut plus entendre parler du UFC. Et on remonte la pente tout doucement. Il a une victoire, deux victoires, mais il est toujours à fond, il ne croit plus au sport. Cette période-là, à ce moment-là, j'ai pensé que c'était la fin. Je me suis dit que c'était la fin. Et ensuite, on a beaucoup parlé, on a, on a pu discuter de tout, trouver des solutions, des arrangements, des trucs qui ont permis qu'il retrouve la motivation, qu'il remonte. Et surtout, il y a eu Arès qui lui a donné un gros boost. Le fait d'être dans une organisation où il a été euh, valorisé, où il était respecté, où il a fait un job parfait. Le fait de nous, les promoteurs d'Arès, il nous a fait un job parfait. C'était un run parfait. C'était le gars qui a géré tous ses devoirs. Il a vendu ses combats comme il se devait. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a essayé de finir Wilson Rest. Ça a été très compliqué. Il a fini le combat contre, comment il s'appelle, son dernier adversaire, Demarté Peña. Peña. Voilà. Et puis finalement, il se positionne en situation de pouvoir. Et sur le combat de Peña, il est appelé par l'UFC. C'est fou que, après avoir attendu pendant quoi, 5 ans, 6 ans, après avoir attendu pendant 6 ans, quand l'UFC nous envoie le contrat pour Taylor, le contrat, mais complet avec tous les détails du contrat, signé, à signer, on a juste à renvoyer le contrat. Taylor dit le King, c'est bon, j'ai déjà un combat, on fait d'abord le combat. Et il va garder le combat, il va faire le combat contre Demarté Peña, malgré le fait que, donc on dit non à l'UFC, et Sean, il est vexé. Il est vexé. Ok. Genre, il est bien vexé. Genre, quand je réponds à Sean Shelby, je lui écris en lui disant, je suis désolé, Taylor a un combat euh, dans une semaine sur Arès, il a signé le contrat, il ne peut pas se libérer. Sean me répond, arrête tes conneries, c'est ton événement. Si tu veux qu'il combatte sur l'UFC, il va combattre sur l'UFC. Ouh. Ok. Et du coup, si tu veux, bon, on reste courageux, on fait le combat avec Peña, mais Benjamin et moi, on ne dort pas. Benjamin et moi, on s'échit dessus parce que
c'est toujours une grosse responsabilité d'avoir sous la main un jeune euh, et d'assumer derrière que on a pris le risque de le laisser recombattre Suarez et tuer son rêve. Ouais. Parce que tous ces jeunes, leur rêve, c'est l'UFC. Et on assume bien ça, on le reconnaît, on sait bien que la valeur qu'a aujourd'hui Ares n'est pas l'UFC. Et que quand ce jeune a le rêve d'aller à l'UFC, c'est pour ça que chez nous, toutes les personnes qui ne sont pas engagées sur un bout agreement, donc un contrat de combat avec date, sont automatiquement libérées pour l'UFC. Il n'y a pas de blocage sur Ares. Toute personne qui est demandée par l'UFC et qui n'a pas une date de combat est libre de partir à l'UFC. Et dans le cadre de Taylor, on a bénéficié de sa loyauté de dire je ne vais pas vous lâcher à moins une semaine, vous n'aurez pas de remplaçant pour moi contre Peña pour aller faire plaisir à l'UFC alors qu'ils m'ont fait attendre 6 ans. Donc, c'était un pari très chaud. Effectivement, il gagne son combat. Et puis, le temps passe. Et donc, du coup, c'est difficile pour moi de relancer Sean. Disant, bon, Sean, OK, là, tout est bien. Il est prêt, le petit. Il est prêt à vous rejoindre. Envoie juste le contrat. Et ça va prendre quelques semaines où il ne va pas répondre. Et c'est très difficile pour nous tous et pour Taylor, même si Taylor fait, écoute, si je ne dois pas y aller, je ne vais pas y aller, c'est pas bien grave et tout, mais au fond de moi, je sens que c'est compliqué pour lui. Et je lui dis, écoute, je pense que c'est un bluff juste. Je pense qu'il n'a pas de choix, il va t'appeler bientôt. Ils ont besoin de toi et ils vont t'appeler. Mais c'est une affaire de... Voilà quoi, il ne m'a pas répondu encore et puis finalement, on a la réponse, je pense au bout de 2 semaines, on a eu la réponse qui était très claire en mode Sean a dit c'est bon, j'ai de la place pour lui, il va combattre le 3 septembre. Donc ça fait déjà longtemps qu'on le sait. Même si on n'avait pas encore contractualisé tout ce qui passe, on savait déjà qu'on avait l'accord de l'UFC. matchmaking. Voilà, pour ça. Et toi, justement, la différence entre le Taylor qui a été remercié la première fois par l'UFC et aujourd'hui, est-ce que pour toi, aujourd'hui, le Taylor de maintenant, de 2022, il a tout ce qu'il faut pour durer à l'UFC? Et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui qu'il n'avait pas avant? Est-ce que j'ai la certitude qu'il a tout pour durer à l'UFC? Encore une fois de plus, l'UFC, c'est très bizarre. C'est pas un jeu, l'UFC. Quand tu mets tes pieds à l'UFC, tu ne sais pas jusqu'à ce que le premier combat commence. Quand tu as ton élève le comportement qu'a ton élève durant le workout et son entrée dans l'octogone de l'UFC, ça, c'est quelque chose que quand tu es un coach, tu apprécies. C'est le moment où il y a le plus gros suspense de toute la carrière d'un coach. En tout cas, moi, personnellement, c'est là où je détecte qui va durer à l'UFC et qui va sortir le lendemain à l'UFC. La première marche, la première entrée, le comportement de la personne quand elle est dans son coin et qu'elle attend son adversaire, la manière dont elle marche, il y a ces personnes-là qui arrivent et tu les vois en mode conquérant. En mode, ouh, coach, on y est. Et puis, tu as des gens qui sont intimidés, qui regardent à gauche, à droite, et il y a ce moment de panique à dire, est-ce que je vais assumer que je sois là? Donc, si tu veux, Taylor a beaucoup changé. Taylor a compris ce que je dis. Sur King Ndeji, j'ai souvent cette manière de parler aux gens et où on a l'impression que je fais la morale et je donne des conseils très durs à des personnes qui sont hors Management Factory et MMA Factory, et que les miens, je les ménage. Mais en gros, ce que j'ai tiré comme conclusion de ma petite expérience de manager à l'UFC, c'est la seule solution pour t'en sortir, c'est de t'entraîner à dire oui à tous les combats et de t'entraîner
tous les jours comme si tu avais un combat contre le numéro 1 de ta catégorie. Si tu n'es pas prêt à ça, renonce à l'UFC, va dans une autre organisation. Ce n'est pas possible de suivre là. Je le comprends d'autant plus que c'est là où j'aime la bivalence et même la trivalence des casquettes, c'est que le fait que je sois promoteur sportif m'indique clairement ce que j'attends des athlètes. J'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas une seconde à perdre. J'ai un roster de près de 250 personnes. L'UFC a un roster de 600 personnes. Ils n'ont pas de temps à perdre à des chichis de je peux, je ne peux pas. Non, je ne sais pas, je machin. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils ont, sur les 600 personnes, quasiment 350 personnes qui disent oui à tout. C'est la lutte de l'offre et de la demande. Si tu arrives dans une catégorie de bantamweight où il y a tout le monde qui dit oui, enfin, où il y a 7 personnes qui disent oui, et toi, tu fais partie des 3 personnes qui disent non, ah, il ne perd pas de temps. Moi, quand j'offre un combat à un mec sur Ares, le temps qu'il réfléchisse, je suis passé ailleurs. Que ça me prend littéralement 10 secondes, montre en main. Je donne le combat à quelqu'un et le temps qu'il me dit, je ne sais pas, je vais voir si je suis entraîné, j'ai déjà texté à quelqu'un d'autre. Du coup, je comprends largement et j'annonce à Taylor, si tu veux repartir à l'UFC, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu es prêt à affronter Aljamain Sterling demain. Si tu n'es pas prêt, n'y allons pas. Je ne dis pas être prêt parce que tu peux le battre. Je veux que mentalement, tu entres dans l'état d'esprit. Je vais me péter contre le champion de ma caté demain. Ça te donne le benchmark sur lequel tu t'entraînes pour ne jamais avoir peur du nom qu'on te donne. Ça veut dire que là, on a donné un adversaire à Taylor, qui est quelqu'un de pas terrible comme palmarès. C'est moyen ce qu'on a. C'est pas brillant. Complètement. Et quand Taylor reçoit le gars, il me dit, hey, le King, tu peux pas négocier avec eux qui mettent un vrai nom. Voilà l'état d'esprit que j'aime. Et donc, c'est moi qui dis à mon gars, arrête tes conneries, Taylor. On va pas encore vexer le mec. On l'a déjà vexé une fois parce qu'on a refusé son contrat. Pousse pas le bouchon. Je vais pas rappeler Sean et dire à Sean, vas-y, mets-moi Cody Garbrandt parce que Taylor ne veut pas accepter ce mec qui n'est pas assez fort. C'est ridicule. Surtout que le mec est compliqué. Don't get me wrong. Je ne dis pas que ce mec est à la portée de Taylor. Mais il est rugueux. Il tape fort. Il a des gros low kicks, des calf kicks. C'est compliqué à rentrer dans sa zone sans prendre des mauvais coups. Même si techniquement, on est au-dessus, physiquement, il a quelque chose, il est endurant, il fait beaucoup de décisions. Donc, c'est vraiment un mauvais combat pour Taylor, dans le sens où le mec, sur le papier, il n'est pas terrible. Taylor devrait le battre. Mais comme les combats, c'est toujours le style, tu ne sais pas ce qui va se passer. Du coup, on est archi prudent. Du coup, on se prépare avec vraiment de la grosse... On est très méticuleux sur ce combat parce que pour la première fois, c'est un très gros combat chez lui, même si il a déjà combattu sous pression pour la ceinture de Ares. Il y avait sa maman, il y avait sa famille, il y avait tout le monde. Mais les combats comme ça sont risqués, où tu arrives, c'est chez toi, et du coup, tu es sous pression. C'est un adversaire, normalement, que Taylor devrait battre, mais encore une fois de plus, c'est risqué. Et malgré ça, j'aime le Taylor qui me dit, de manière très calme, ouais, le King, est-ce que tu peux voir avec eux qui trouvent un adversaire qui a plus de valeur? Oui, franchement, voilà. Ça paraît arrogant, ça paraît, comment dire, mais ce n'est pas l'arrogance, c'est juste le truc qui fait que tu te dis, le mec, il a de l'ambition. Il ne va pas à l'UFC pour raser les murs. Il a de l'ambition, ce qui n'était pas le cas lors de son premier round. C'est cette intention-là. Deuxième chose, c'est la prise de conscience qu'il faut finaliser les combats.
C'est que de manière très précise, la plupart des factoriens l'ont compris. Je me tue à expliquer systématiquement aux entraînements que je suis un promoteur sportif et je ne vous veux dans ma ligue que si vous mettez en tête de finaliser les combats. Mais je le chante en permanence à tout le monde, y compris à Cyril Gane. J'insiste dessus en disant il faut connaître les règles du jeu pour pouvoir jouer. Les règles du jeu, il faut s'y adapter. Tu es un mec très intellectuel, très bon techniquement, mais la règle du jeu pour être périn, c'est d'aller chercher la finalisation systématiquement. Je le comprends d'autant plus que dans ma propre ligue à moi, j'ai supprimé le win bonus pour ne laisser que le finish bonus. Ça vous indique la philosophie que j'ai. Et donc, Taylor a ce truc-là. Et puis, la troisième chose, et qui n'est pas la moindre, c'est que l'attitude de Taylor aux entraînements aujourd'hui, d'ailleurs comme l'attitude de Cyril, il rigolait l'autre jour parce que j'étais archi content. Parce qu'il a été dur avec un sparring et qu'il a tapé sans faire trop attention. Je sors un peu du contexte, c'est une anecdote qui me fait plaisir à moi. C'est que durant ces deux dernières années avec Cyril Gane, les entraînements avec Cyril Gane étaient simples. Comment faire pour battre mon sparring partner sans jamais lui faire mal? Cyril a la phobie de faire mal à ses partenaires. Mais quand je dis la phobie, c'est un point où quand il pense qu'il t'a touché, l'entraînement s'arrête. Il déteste faire mal à ses partenaires. Du coup, moi, en opposition à ça, je ne souhaite pas qu'on fasse mal aux partenaires. Je ne suis pas quelqu'un qui veut absolument qu'on aille faire mal. Cependant, j'ai la notion de quantification de la dépense d'énergie. Pour que vous compreniez bien. Je ne saurais pas si Cyril a assez de cardio. Quand je parle de cardio, bien entendu, je parle pour que le grand public comprenne. Je parle de son VO2 max. Je parle de sa capacité respiratoire, son volume respiratoire. Est-ce qu'il est capable d'être endurant dans le temps? Cette endurance dans le temps est complètement dépendante du type d'effort qu'on fait. Si Cyril va à mettre des frappes qui sont de l'intensité de 10% à ses sparring, bah bien sûr qu'aux entraînements, je vais avoir l'impression que Cyril a un cardio illimité. Mais si Cyril frappe à 60% ou même à 70% de ce qu'il doit faire le jour du combat, alors je me rapproche de la réalité. Je me dis que je ne suis pas très loin de sa dépense énergétique et s'il tient 5 rounds dans ces conditions, alors il est bien. Mais ça, il faut qu'il frappe fort. Et Cyril ne frappe pas fort. C'est-à-dire qu'aux entraînements, Cyril ne veut pas frapper fort. Ce qui est horrible pour un entraîneur, c'est quand tu apprends à quelqu'un l'anti-amener au sol. Et tu lui dis, quand il va vouloir t'amener au sol, place-lui un coup de genou au corps. Le coup de genou a pour intention de mettre la notion de douleur, la nociception, la douleur. Infliger la douleur, imprimer la douleur dans le cerveau pour que le lutteur n'ait plus envie de revenir te faire une amener au sol. Mais Cyril va faire quoi? Il va balancer le genou comme s'il allait vraiment le faire le genou. Il va le ralentir et poser son genou sur le ventre de son partenaire qui est un lutteur. Sauf qu'on est en plein sparring. Et qu'est-ce que fait le gars? Bah, il va l'amener au sol. Et donc, tout est faussé. La dépense énergétique est faussée, la stratégie est faussée, tout est faussé. Et depuis le retour de LA, Cyril me fait le plaisir de faire un peu mal à ses partenaires. Et c'est jouissif pour moi de voir un Cyril qui est capable d'accepter que les partenaires ont besoin de grandir. Nassourdine, quand il prend des coups Cyril, ça lui donne la réalité de son état de défense.
de son système de défense. Parce que c'est le même cas avec Taylor. Taylor, aujourd'hui, pour revenir au cas de Taylor avec son entrée à l'UFC, c'est que Taylor, aujourd'hui, frappe comme un... Je parle avec une expression, je prends mon accent du Cameroun et je dis, j'aime ce que tu fais parce que tu frappes maintenant comme un papa. C'est ce que je veux dire. Taylor a une frappe d'adulte aujourd'hui. Il frappe avec l'intention de faire mal. Et, euh, et, euh, et c'est bien. C'est bien parce que entre le fait qu'il soit conscient que s'il veut percer à l'UFC, il faut qu'il soit capable de battre le champion en titre dès le mois prochain. Et le fait qu'il sache que il doit finaliser les combats pour faire plaisir à l'UFC, le fait qu'il comprenne qu'il faut qu'il appuie les frappes quand elles sont nécessaires, pas tout le temps. Il y a des frappes qui sont des frappes de préparation et il y a des frappes qui sont des frappes de finalisation. Et aujourd'hui, Taylor a commencé déjà à le faire depuis longtemps. Le cas qu'il a mis à Nathan, comment il s'appelle? Nate Maness, ouais. Nate Maness au TKO l'a prouvé. C'était un sidekick, mais qui a coupé Nate Maness, qui n'a jamais perdu un combat de sa vie. Il est sur un round de 3 victoires à l'UFC, je crois. Et il a perdu là le dernier contre Umar Nurmagomedov. C'est ça. Mais avant, c'était 3 victoires. Ouais. C'était 3 victoires. Ce mec-là, la seule défaite qu'il avait avant Umar Nurmagomedov, c'était la défaite contre Taylor Lapidus au TKO. Voilà un peu pour boucler sur le cas de Taylor et vous dire ce que je ressens de son entrée à l'UFC. Il vient à l'UFC avec des mauvaises intentions. Et c'est ce que je lui ai dit déjà. Taylor, au lieu de me demander là tout de suite de renégocier avec l'UFC pour quand tu es un mec plus fort, ne dis rien. Vas-y. Démonte le mec et tu auras 1 minute au micro. Et là, au micro, tu pourras appeler qui tu veux. Tu peux appeler un mec du top 5 directement si tu veux, mais ne le fais pas avant d'avoir battu le premier mec qu'on te donne. Parce que sinon, tu vas paraître pour un prétentieux. Vas-y, démonte déjà celui qu'on te donne et là, on pourra parler au micro. Et voilà. Et ben voilà, affaire à suivre en tout cas pour Taylor. Et je pose directement les questions parce que c'est parfaitement en lien avec ce qu'on disait là. Donc question de Julien Labouret. Comment Fernand va-t-il gérer avec 3 combattants sur la même carte, Taylor, Cyril, Nassourdine, pour être dans les coins et les préparer? Alors je sais, Fernand, tu nous as déjà parlé du fait qu'au MMA Factory, tu avais l'habitude des différentes cellules quand il y a des événements au même moment, mais là, la question c'est pas sur les combattants, mais c'est pour toi. Comment est-ce que tu vas gérer la prépa des gars? Est-ce que c'est toi qui vas être le head coach de chacun des gars? Et comment tu vas faire pour rester dans ta bulle? Et est-ce que tu en as discuté avec Trevor Whitman aussi? Non, je n'en ai pas discuté avec Trevor Whitman parce que je pense qu'on n'est pas loin de la vérité dessus. C'est une bonne idée. Je vais lui poser la question. C'est toujours bien de savoir ce qui se passe à côté. Mais en réalité, on va faire ce qu'on a souvent fait, qui n'est pas mal. On est peut-être même la seule équipe en France qui a déjà pu ramener 2 fois 2 athlètes à l'UFC. On a coaché Michael Lebout et Taylor Lapidus sur le même UFC. On a eu Véronica Macedo et Sirigan sur le même UFC en Uruguay. Et puis là, on aura probablement 3, j'espère 4, sur Paris. Et donc, on va faire ce qu'on sait faire. Personnellement, ça a déjà commencé. Hein. Ça fait quasiment 2 mois que j'entraîne les 3 qui vont combattre. Donc, tous les je vais pas dire les jours, 3 fois par jour, 2 fois par semaine, j'ai des sparring durs que j'assiste. Donc, ils ont une cellule où il y a des coachs. Moi, je suis le seul qui est le volant, l'agent volant, qui bouge de coin en coin. Et donc, il y a un moment donné, il y a le sparring de Cyril Gann. Il a 2 personnes qui viennent pour faire le sparring avec lui. Demain, par exemple, il y aura
Kokan, qui est un combattant du Bellator, qui est classé 11e au Bellator, 10e ou 11e, je ne sais plus, qui est un poids lourd du Bellator, qui va faire un sparring avec Cyril. Et à côté de lui, il y aura Karim, un autre poids lourd du Bellator, qui, je pense qu'il a signé ou il est sur le point de signer à l'UFC. Mais en tout cas, il est dans les petits papiers de l'UFC là, très récemment. Les deux vont faire un sparring contre Cyril. Mardi, Cyril a un sparring contre Slim Chabeski. En après-midi, le matin, la préparation physique, le soir, il a un sparring qui est un sparring léger, technique, sur la lutte, sur le sol, avec deux autres personnes. Donc, un très brillant judoka qui vient nous aider de l'équipe de France, qui est un black belt en judo brésilien et black belt en judo. Il est de l'équipe de Infinity. Et donc, voilà ce qu'on a. Et en même temps, ces jours-là que j'ai donnés, donc demain, j'ai encore un sparring de Nassourdine Imavov contre Abdullah Abdouragimov et avec une tierce personne qui sera là. Je pense que c'est Baï Sangor qui vient faire le sparring contre Nassourdine Imavov sur cette journée-là. Ensuite, en soirée, le lendemain, gros temps de technique, moment de technique en sparring avec des thèmes précis pour les faire avancer. En même temps, Taylor Lapillus a son sparring avec les frères Yusunov qui vont lui mettre une grosse pression sur la lutte issue de la boxe très violente debout. Je rajoute à ça un jeune de l'équipe de France de boxe anglaise contre Taylor. Il fait les sparring. Donc, je supervise tout ça. Et puis, le lendemain, le jour du décalage, je mets en place la stratégie aux pattes douces, contrôle de tout ça. Je le fais, voilà. Donc, j'ai exactement 5 jours par semaine où je suis avec les athlètes qui vont combattre, tous les athlètes qui vont combattre sur septembre, le 3 septembre. Et donc, on fait avancer ça tout doucement. Et puis le jour du combat, ils auront chacun des coins complets avec un certain nombre de personnes fixes. 4 personnes dans le coin de Sergan parce qu'il est main event, donc je serai la 4e personne. Il y aura 3 personnes fixes. Il y aura 2 personnes fixes dans le coin de Nassourdine Imavov. Je serai la 3e personne volante. Il y aura 2 personnes fixes dans le coin de Taylor Lapillus. Je serai la 3e personne volante. Et il y aura peut-être une 4e personne où je serai un 4e combattant et je serai toujours son 3e coach volant. Donc, ils ont la certitude de pouvoir être stables avec des équipes qui sont des cellules qui ne bougent pas, qui avancent. Et je vais passer chez chacun d'entre eux avec l'évolution des combats le même soir. Voilà. Ben voilà, merci pour les explications. On avance un petit peu avec l'UFC Londres, l'UFC London qui s'est déroulé hier, donc enfin avant-hier, à l'O2 Arena de London. 4,3 millions de dollars de billetterie. Comment t'expliques cet engouement ? Nouveau record, enfin non, c'était en dessous des 4,5 millions, mais ça reste la 2e meilleure performance all-time de l'UFC, tout Fight Night confondu, et ça pulvérise encore une fois les records précédents de l'UFC London, qui étaient de 2,6 millions je crois pour Dan Till contre Jorge Masvidal, et le vrai record c'est 4,5 pour le retour en mars 2022. C'est bien pour l'Europe. Je pense qu'il y a un gros engouement sur le MMA en Europe. J'ai toujours pensé que l'évolution du MMA et du sport de combat de manière générale, c'est cyclique dans les continents. Et je pense que le vieux continent est en train de remonter la pente. Je pense qu'on est dans un cycle où
l'Europe devient très intéressant pour tout le monde. C'est fou l'engouement. Mais l'engouement vient de partout. Hein. Que je discutais ce matin avec une employée de l'UFC qui me demandait de gérer pour qu'elle puisse bosser à l'UFC Paris. Elle bosse à l'UFC. Elle n'a pas été affectée sur l'UFC Paris. Elle me demandait de gérer, de lui trouver une mission sur l'UFC Paris pour qu'elle puisse être là. Parce que l'engouement, il est tel que le nombre d'employés de l'UFC qui demandent à venir sur l'UFC Paris est sans précédent. Whittaker, par exemple, a demandé à venir combattre sur Paris. Le vieux continent est beaucoup demandé par le côté touristique de la chose, par le côté exotique pour ceux qui sont de l'autre côté. L'exotisme, c'est toujours quelque chose de relatif. Et puis, in fine, le niveau du MMA se développe à une vitesse exponentielle. Est-ce que tu vois le nombre de personnes, des Français à l'UFC? On n'a pas vu ça venir. Il y a encore quelques années, on n'avait plus personne. On avait des gens qui venaient de temps en temps de manière sporadique. Et là, d'un coup, on a 6 athlètes à l'UFC, d'un coup, qui sont... Et genre, il y a des mecs qui sont assis encore là et qui attendent et qui pourraient combattre. Des mecs avec un très, très bon niveau. Donc, je pense que c'est la même chose dans tous les pays. La performance de l'UFC London était juste... Non, j'allais dire exceptionnelle, mais non. C'est une carte. C'est une Fight Card qui était belle. Oui, au par départ, rapport au retour, oui, c'était pas... mais après, à la fin, quand on compte le main event qui a été raccourci, quand on compte le fait que Jack Emerson n'a pas été, a été bien bon dans son domaine, mais Chris Curtis n'a pas trouvé la solution pour le stopper ou pour le cadrer. Quand on prend le fait que c'était Mason Jones qui a aussi un peu déçu parce qu'il a fait un beau combat au départ et puis je ne sais pas pourquoi au troisième round, quand il est fatigué, il est transpirant, il va faire un triangle à la volée sans contrôle et donc il glisse, il tombe. Mais hormis les résultats étaient mitigés. Les résultats et puis comment dire, l'issue du combat du main event. Le main event aurait encore pu rattraper la carte. S'il avait été, les intentions du main event en 50 secondes, c'était vraiment joli à voir. Ensuite, il y a Sakushi. Tout ça pour dire que pour rester sur le côté économique de la chose, l'engouement est tel que voilà, ça fait du bien. On a vu que les 20 000 places de l'Arena de Paris, de l'Accor Arena avaient été vendues en moins de 10 minutes. On voit que Londres, ça vend beaucoup. On voit que la Suède, le prochain événement en Suède, va certainement beaucoup vendre. Beaucoup de personnes demandent déjà à placer. J'essaie déjà de placer des athlètes sur l'événement. Je suis déjà en train de placer des athlètes sur l'événement de la Suède. On sent qu'il y a un réel engouement avec l'Europe et c'est une très bonne chose. Ce sont des très bons signaux pour le MMA européen, pour nous, les coachs sportifs, les agents sportifs, pour nous, les promoteurs sportifs, parce que du coup, cet engouement qui est créé, forcément, il va être rentable à un moment donné pour ceux qui ont la constante sur le terrain, parce qu'en réalité, ce sont les événements français qui vont bénéficier de cet engouement. L'UFC va venir 2 fois l'année maximum à Paris. Le PFL va venir 1 fois l'année en Europe. Le Bellator va venir 1 ou 2 fois l'année en Europe. Et quand ils ne sont pas là, il y a des personnes qui sont droguées au MMA qui ne sauront pas quoi faire. Il va falloir juste leur donner la constance et elles seront là dans les stades. Donc, si tu veux, c'est vraiment un moment fondamental pour le développement de la pratique des masses en France et en Europe. Et je suis très content. Et puis voilà, pour la Fight Card elle-même, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Évidemment. Ça comment? Évidemment. Non, j'ai trouvé que ça allait. J'ai trouvé que ça allait. Forcément, c'est toujours très compliqué, tu sais, quand il y a eu un premier événement qui était une dinguerie absolue, de revenir avec les mêmes attentes et d'être au niveau. Donc là, on n'était pas au niveau, mais ceux qui étaient attendus ont fait le show, à savoir Paddy de Baddy et Molly McCann.
La seule question moi que je me pose aujourd'hui, c'est les deux, on va dire leur victoire était attendue, mais c'est plus la suite. Je pense que je sais pas trop ce que peut faire l'UFC avec eux, sachant que c'est sûr, c'est qu'ils veulent revenir à Las Vegas en décembre prochain. Paddy Pimblett qui a dit que l'O2 Arena donc était trop petite pour lui pour un éventuel retour aussi. Mais c'est intriguant parce que les gens se partaient après le combat de Paddy Pimblett. Enfin, c'est fou quand même. Parce que Paddy Pimblett est une méga star. Je l'ai tweeté. Paddy Pimblett n'est plus une star. Molly McCann est une star. Paddy Pimblett est une méga star. Okay. Là, d'ici, observez ses réseaux sociaux. Il est à 1 million là. D'ici 3 mois, il sera à 3 000. Enfin, il ne peut plus aller que d'exponentiel en exponentiel. Alors, il ne faut pas le griller, il ne faut pas lui donner Tony Ferguson comme les gens demandent. Tony Ferguson, ça reste un poison pour un petit jeune comme ça. Mais je pense qu'il y a des mecs comme Jim Miller, il pourrait, parce qu'il a besoin d'un nom qui le place sur la main carte. Et un nom, il faut un nom qui soit un bon nom et qui ne soit pas très dangereux pour lui non plus. Mais c'est une méga star. Dorénavant, son entrée, c'est une dinguerie. On aurait dû le concert de Jul. Enfin, c'est extinction de lumière, les torches du téléphone et tout. C'est pas possible, quoi. Enfin, c'est une méga star dorénavant. Il faut comprendre que le mec qui a affronté Teddy Violet il y a encore quelques années, qui a affronté Jason Poney il y a encore quelques années, n'est plus du tout de ce niveau. C'est une méga star. Et mais est-ce que sportivement, tu penses que ça va suivre? Peu importe. Ok. En gros, Paddy Pimblett va pas gagner des combats très solides. Mais il est bon pour gagner des combats moyens. Parce qu'il est vraiment, vraiment bon au sol. Ce qu'il a montré, ce n'est pas un hasard. Il y a eu un back and forth. Il y a eu des scrambles c'était une folie. Son combat était vraiment un bon combat, où il y a eu des retournements de situation, où c'est un coup de genou qui met en difficulté son partenaire et qui lui permet d'aller prendre le dos, parce que son adversaire a échappé à 2 guillotines. Je ne sais pas comment il a fait pour échapper, pour passer la garde en ce moment sur ses projections. Donc, il a un niveau décent pour aller battre des mecs, comme je te disais, des mecs d'un niveau moyen comme Jim Miller, qui sont très connus à l'UFC, mais qui ne sont pas qui sont forts debout au sol, mais pas aussi dangereux pour le mettre en danger. Mais la catégorie, elle est tellement chaude que dès qu'on va le monter sur le top 15, ça va s'arrêter, très net. La hype va s'arrêter. Mais ça ne va pas s'arrêter en mode, il ne va plus vendre des places. Parce que... Mais tu ferais comment, toi, si t'étais l'UFC, justement? Parce que là, moi, j'ai l'impression que, je te rejoins complètement, des mecs comme Jim Miller et tout, c'est bien. Mais c'est bien qu'un temps, dans le sens, s'il y a son prochain combat, le combat d'après, et ensuite, va falloir le propulser. Et là, t'es face à un truc où tu te dis, soit le mec nous remplit en field, soit ça s'arrête un petit peu. Non, on va jouer avec propulsion, recul, propulsion, recul, propulsion, recul. C'est tout ce qu'il va faire. L'UFC va lui mettre 1 ou 2 combats moyens. Ensuite, on va lui donner un client. Il va perdre contre le client. Imaginons, on lui donne Thiago Moses. Il peut s'en sortir. Et pourtant, Thiago Moses, il est connu. Il a combattu contre Islam Makhachev. Il a un grand nom et tout. Mais il est bon au sol. Et le sol de Thiago Moses, c'est un sol de grappling où je veux gagner des points. Le sol de Paddy Pimblett, c'est un sol de finition. Pimblett te prend en guillotine, c'est la pendaison. Pimblett prend ton dos, tu es pendu. Quoi que tu fasses, tu es mal à l'aise. Donc, si tu veux faire un gros match avec un mec qui a un très bon sol, qui est très bien classé, mais qui ne le met pas en danger en striking, c'est toujours bien, tu vois ce que je veux dire? Donc, au pire des cas, il perd le combat, tu le retrogrades, tu es un mec moins fort. Dès qu'il gagne, 2 combats avec des moins forts, tu le ramènes et tu joues à ça. Tu fais des allers-retours et tu exploites le potentiel au max du max du max. Et ça suffit pour que le mec devienne une méga star. Parce que il faut comprendre que ce qui fait une star, c'est la polarisation. C'est que
il y a beaucoup de personnes qui détestent Pimblet en réalité. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'adorent. Cette polarisation fait que la moitié paye le pay-per-view pour venir le voir perdre, la moitié paye le pay-per-view pour vous le voir gagner. Ça suffit. Il n'a pas besoin de plus. Il peut faire ça indéfiniment. Tu gagnes ou que tu perdes, du moment où tu combats, tu fais parler, tu énerves les gens, tu contentes les gens et la vie, elle avance. Donc, tant qu'il ne perd pas de manière catastrophique 5 combats d'affilée avec des gros KO où il n'en peut plus. C'est ça, voilà, surtout ça. Il y a encore la marge de progression incroyable. Donc, pour moi, le jeu n'est pas compliqué. C'est plus compliqué pour Molly, parce que Molly, elle a encore 1 ou 2 fenêtres de tir. Elle a fait un call-out à une fille, je crois que c'est Maverick, je ne sais plus. Miranda Maverick et Antonina Shevchenko, ouais. C'est chaud. C'est ça. C'est chaud, tu vois. Bon, elle a été très dure en presse-conférence. Elle a dit à Maverick, c'est où tu veux, je te... Ouais, quand tu veux. Quand tu veux, où tu veux, de la manière que tu veux que je te... tu vois. Bon, mais c'est plus compliqué pour elle. Pour Paris, et encore, c'est compliqué pour elle quand on sort de l'Angleterre. Parce que je te jure, c'est une star en Angleterre. C'est pas encore une méga star, mais c'est une star en Angleterre. Et comme elle accroche son wagon à la locomotive Paris Pimblet, bah, du coup, ça marche ensemble. Ça veut dire qu'ils sont toujours bookés ensemble. Même s'ils vont à un UFC Fight Night à Vegas, on les book ensemble. Et ça fait une puissance incroyable. C'est à suivre en tout cas pour les deux, mais c'est vrai que ce qui est en train de se passer, c'est assez dingue. Et puis il y a eu ce main event qui t'intéressait forcément, parce que bon, tu t'es dit potentiel adversaire. Curtis Blade, tu l'avais déjà affronté 2 fois quand tu coachais Francis. Et Thomas Spinal, 1 fois, c'était avec Alan Bodo. Et là, donc, tu te disais, bon, bah, peut-être qu'on allait retrouver l'un des deux. Malheureusement, ça n'a duré que 15 secondes. 15 secondes qui promettaient. Et la blessure de Tom Aspinall. 2e main event de suite pour l'UFC qui se termine en blessure. Sauf que là, ça n'arrange personne. Je sais pas trop quoi en tirer là de ce combat-là. Oh, wow. Attention. Moi, j'ai beaucoup appris. Vas-y. Moi, j'ai beaucoup appris. Alors, bien entendu, je suis sincèrement désolé pour Thomas Spinal. Je sais que beaucoup de gens... Fernand qui a échappé, qui était en... Ouais, beaucoup de gens sur mon tweet où je lui présentais, je lui souhaitais prompte guérison, m'ont dit, bon, tu te moques de nous, là, ça t'arrange un peu qu'il soit blessé. Mais non, parce que honnêtement, j'ai eu des sincères conversations avec Thomas Spinal, avec son papa. On a vraiment sympathisé, on s'est dit des belles choses. C'était depuis Abu Dhabi où on se disait, bon, on espère qu'on va se croiser le plus tard possible et qu'on va se croiser quand on fera déjà beaucoup d'argent. Donc, si tu veux, il y a une espèce de sympathie comme ça entre les 2 camps d'entraînement qui est correcte. Mais cependant, oui, c'est un danger, Thomas Spinal. Plus que Curtis Blades à tes yeux? Non. Voilà. Curtis Blades m'a paru extrêmement dangereux. Ouais, parce que confiant de malade. Au-delà de la conscience, il n'a fait aucune erreur. La seule erreur qu'il a pu faire, qu'on peut appeler erreur, si c'est une erreur, c'est d'avoir manqué ses points. Il y a une droite qui passe juste à la droite de la tête de Thomas Spinal. Au moment où Thomas Spinal met son premier low kick, si cette droite-là, c'est sur un 1-2, le 1 touche, le tout passe sur le côté. Si cette droite-là touche Thomas Spinal, il est KO. Et il a fait à maintes reprises. Il n'a pas hésité, il n'a pas bégayé. Et j'ai observé plusieurs erreurs de la part de Thomas Spinal. Il est allé en mode reckless, comme on dit. Très rapide sur ses points, beaucoup plus précis que Curtis. Mais du coup, j'ai trouvé qu'il a pris beaucoup de risques pour un mec qui est un striker fin. Il est monté n'importe comment, il a monté un genou sauté où il a pris un autre contre, mais qui est tombé sur la poitrine.
S'il y avait eu de la précision de la part de Blade, je pense que ça aurait été compliqué. Je pense que vraiment, franchement, Curtis Blade est l'un des gars les plus dangereux dans la division en ce moment. Je pense sincèrement qu'en termes de forme, d'état de forme, c'est un vrai danger en ce moment. Et c'est ce que j'ai appris en 15 secondes. Je ne dis pas qu'il aurait gagné le combat. Je dis simplement que comment le combat a démarré, il a su recevoir un jeune qui était ultra fougueux. Il a répondu debout, il n'a pas fait une panique attaque de lutte, il n'a rien fait. Voilà. Et donc, Pour toi, c'est quoi? C'est mentalement qu'il s'est passé quelque chose chez Curtis Blades ou... Parce qu'on a l'impression là depuis deux, trois combats debout, il y a plus justement ce côté bon, ça risque d'être chaud, il faut directement que j'aille au sol. il sait qu'il boxe bien. Il a compris qu'il sait boxer. Le combat contre Dokos a montré clairement qu'il savait boxer. C'est pas un hasard. C'est ça. Il a eu son timing, il a calculé son timing, il a couché. Il sait qu'il sait boxer. Il n'y a rien de pire qu'un lutteur qui a pris confiance en sa boxe. Il sait qu'il est bon boxeur. Donc, on a un vrai problème. Curtis Blade, c'est un vrai problème. C'est pas un jeu. Avec Curtis Blade, je pense que c'est le prochain adversaire de Cyril. Mais là, maintenant, du coup, tu vas faire quand? Parce que bon, par Francis, ça s'est passé bien à deux reprises, mais c'était pas le Curtis qui avait autant confiance en sa boxe. Là, maintenant, tu te dis, bon, comment on va faire cette fois? Et sachant que, je rappelle aussi, et ce qui est important, c'est que Curtis ne perd que quand il se fait mettre KO. C'est ça. Bah, il va peut-être se mettre KO. Ok. Se faire mettre KO. Non, mais il va falloir le mettre KO. Non, ce que je veux dire, c'est que si j'étais Fernand qui se dit, est-ce que je peux dire ça? Si j'étais l'UFC, le combat que je ferais, ce serait Curtis contre le vainqueur. Tu vois ça? Cyril Gane. C'est ça. Dans l'hypothèse où nous gagnons le combat à Paris, ce serait Curtis Blade, Cyril Gane pour rencontrer le vainqueur de Jones, Stipe ou de la suite. Parce que Jones, Stipe, on ne comprend pas très bien. Il paraît que Jones ne veut plus... voilà, ne veut plus Francis, il veut plutôt Stipe, et ça a plus de sens pour lui, on ne sait pas ce qu'il raconte. Mais en tout cas, voilà ce que ferait l'UFC. Si je parlais en tant que manager et je n'étais pas l'UFC, moi, j'irais plaider pour que Cyril combatte celui qui a la ceinture. Oui, pour l'intérim. Évidemment, évidemment. Mais après, là, ce qui se dessine, c'est plutôt un choc contre Curtis Blade. Absolument. Et encore une fois de plus, c'est pas parce que je dis qu'il est extrêmement dangereux que c'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose parce que rien n'est plus satisfaisant que de battre un mec comme Curtis quand il est à son prime et qu'il est le meilleur Curtis qu'on ait jamais eu. Le battre, ça envoie un très gros message. Et je pense encore que Cyril Gane a les armes pour le battre. Je pense que les gens ne comprennent pas Cyril quand il dit « j'aurais pu faire un combat facile ». Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Comment tu oses dire que tu aurais pu faire un combat facile contre Francis? Alors que c'est pas ce qu'il ne veut pas dire que Francis est un combat facile. Il dit qu'il aurait pu rendre le combat facile parce que quand Cyril affronte un adversaire dont il a conscience qu'il veut l'amener au sol, alors Cyril met en place sa méthode de ne pas lutter. Cyril n'est pas... Enfin, quand Cyril utilise sa lutte, c'est qu'il a déjà échoué. Le but, en fait, pour un mec comme Cyril, c'est de ne jamais utiliser sa lutte.
de se mettre dans des spots où tu ne peux pas le lutter et de te frapper quand tu as initié un déplacement et pendant ton déplacement, quand tu es incapable de lutter et tu es incapable de le contrer, de te frapper à ce moment-là. Et donc, ce que Cyril dit et ces regrets qu'il a quand on est en intimité, c'est putain, le King, je le sais que quand je me mets en mode toucher sans être touché, je suis intouchable en lutte. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas là-dedans. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris plaisir à striker, à faire n'importe quoi, au lieu de rester le Cyril, à un moment donné, qui continue à ne pas être touché, au point de ne pas être touché en lutte aussi. Donc, c'est pour ça que je te dis que le combat entre Cyril et Curtis Blade n'est pas du tout un combat facile, mais c'est un très bon test d'un mec qui a pris confiance en la boxe, qui ne va pas se jeter en lutte parce qu'il est prêt tout de suite à boxer d'abord, parce qu'il veut prouver qu'il sait boxer un minimum et qu'il ne va pas voir le temps passer. Et à un moment donné, il va prendre confiance et il va prendre un mauvais coup. Bah voilà, bah réponse d'ici quelques mois. Ouais. Avant d'y arriver, il faut déjà passer l'Australien Taito Vasa qui est un vrai problème. Ah ouais? Ok. Bah oui, c'est toujours un vrai problème. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est que vous voyez bien que chaque combat ne se ressemble pas. Vous voyez bien que pendant que Seigan a galéré avec, comment il s'appelle, le russe, Volkov, comme Aspinal l'a juste désinfecté. On voit bien que les combats ne se ressemblent pas en fonction des profils, en fonction des styles. Oui, mais non, là, t'es pas d'accord. Alors là, je suis pas d'accord du tout avec toi. Parce que bon, Cyril a pas galéré contre Volkov, il a pas du tout eu le même game plan que Thomas Spinal, parce que pas les mêmes armes aussi à disposition, mais il a maîtrisé le combat. C'était juste un petit peu plus dur, mais il était un ton au-dessus. Je veux dire, c'est comme... Enfin, j'appellerais pas ça galérer, dans le sens, ok, il s'est pris des coups, mais c'était pas galéré. Et... ce que je veux dire, c'est que... Et Taito Vasa, les mecs qu'il a affrontés, c'était pas non plus des gars très très smart non plus, les derniers. Okay. C'est pour ça que là aussi, moi, j'ai pas trop peur. Mais en tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est ça, c'est que les matchs ne sont jamais égaux. Ça, et on ne sait jamais ce qui va se passer. Du coup, je ne peux pas prédire ce qui va se passer avec Curtis Blade, je sais avec Taito Vasa, mais je sais juste que Taito Vasa a une très bonne anglaise. Il est bagarreur, il n'a pas peur d'avancer, il a un très bon low kick et il a des plaquages de rugby. Ça donne un combat intéressant. On a un Taito Vasa qui se moque de tout, qui n'a pas de pression, qui est juste pressé de terminer son combat pour aller boire la bière dans une vieille chaussure. Et en face de ça, on a Serigan qui est chez lui. Chez lui veut dire qu'il doit gagner et gagner avec la manière, pour la première fois devant son public, devant sa famille. Donc, ça reste un match intéressant parce que je le vois aux entraînements que Cyril veut finir le combat. Je le vois maintenant qu'il est déterminé et résolu à terminer les gens. Même aux entraînements, il se déchaîne à terminer les gens. Il a envie d'aller fort, de faire mal, de compliquer la vie au gars. Et donc, cette envie-là fait que ça l'expose. Ça le met en danger, ça l'expose face à un mec qui est agressif, qui ne va pas reculer. Ça va être un combat intéressant, très intéressant, mais ce n'est pas un combat facile. C'est un combat qui est à la portée de Cyril Gane, mais ce n'est pas un combat facile. Et ben voilà, réponse d'ici quelques semaines maintenant. On va terminer très rapidement, Fernand, avec les pronostics de l'UFC 277. J'ai l'impression que tout le monde pas s'en fout, mais qui passe un peu sous les radars cet événement-là. Mais toi, t'es grand défenseur hein, de Nunes contre Peña volume 2. Est-ce que tu penses que Nunes va montrer que c'est exclusé un anglicisme, un flouk, un accident de parcours, sa défaite contre Peña lors du premier combat? Je pense qu'elle va gagner, mais je pense qu'elle va gagner à la décision. Je pense qu'elle sait dorénavant que Peña n'a pas peur de ses frappes.
elle avait ce côté effet Tyson. Elle avance, elle frappe, les filles tombent. Elle a été surprise par une jeune fille qui est comme le roseau, qui penche, qui plie, mais qui ne rompt pas. Et ça va être difficile pour elle de revenir, avoir la tête haute et lui rentrer dedans. La Fat 4 n'est pas terrible. Il y a deux Je suis combats de entièrement poids lourds sur d'accord la avec Fat toi. 4 intéressants, mais la Fat 4 elle-même, elle n'est pas terrible. Il y a Derek Lewis qui va affronter Pavlovitch, j'ai Pavlovich. un peu peur. Je pense que Pavlovich gagne à la décision Je sur ce pense combat-là. aussi. Et ouais. Même si Pavlovich n'a pas eu beaucoup d'activité récemment, mais je pense qu'il va gagner à la décision. Tu penses d'ailleurs juste que Ensuite, Pavlovitch il peut faire un run là parce qu'on se rappelle, enfin rappelons que Pavlovitch devait affronter Cyril, c'était en 2019. Est-ce que tu penses que c'est c'est ça. un des prochains contenders? Oui, oui. Ouais. Il est encore jeune, donc je pense qu'il va croiser, je crois qu'il a 30 piges et tout. Je pense qu'il va croiser Cyril. Ils vont Ok. se croiser. C'est quasiment sûr, il va monter. Et puis, il y a un autre poids lourd, c'est quoi comme combat? Attends, laisse-moi voir. Il y a un autre combat poids lourd, c'est plutôt, non, c'est un loup léger, c'est Ah, en Ankalaev Calais contre contre Anthony Anthony Smith. Smith. Ouais. Ouais, ouais, je pense qu'Ankalaev va gagner à la décision. Mhm. Et Il va Kaikara devoir lutter un France. Ah peu. oui, pardon, vas-y. Ouais. Ouais, il va devoir lutter un peu, mais je pense que je le vois gagnant sur Anthony Smith. Oui, Brandon Kaikara Moreno, aussi. Kaikara France pour le titre intérimaire flyweight. Bon, tu sais déjà, pour Ben moi oui, c'est, le voilà, chouchou. voilà, moi, Moreno, voilà, c'est mon gars sûr. Ok, ok. Bon bah victoire de Donc Brandon voilà, Juliana Moreno. Peña et la carte n'est pas intéressante, mais je pense que justement, les gens vont venir voir si c'était un flop, si c'était un hasard, si c'était un coup de chance de la part de Peña. Il y a toujours cette curiosité-là, hein, ce truc-là où on vient checker pour voir, voilà quoi. Dana White lui doit bien ça. Mhm. Elle a tellement gagné qu'il lui doit un retour, et c'est normal. Mais je pense qu'elle va pas prendre de risque. Elle va prendre le risque de faire le fou. Un peu la même chose que Derrick Lewis. Je pense que Derrick Lewis, même s'il est fou, il n'ira pas s'empaler sur un troisième KO d'affilée, quoi. Il n'ira pas, je pense qu'il va faire attention à ce qu'il fait. Et donc, du coup, j'ai l'impression que Pavlovich va être prudent. Il va respecter le knockout power de Derrick Lewis et Derrick Lewis va être prudent pour ne pas se faire contrer violemment une autre fois encore parce qu'il a quand même fait un face plan, quoi. Mhm. Enfin, il a eu sa tête qui s'est plantée au sol sur le chaos, c'était dur quand même. Donc je pense qu'il va être timide. Ça va aller. C'est un combat qui va démarrer timidement et puis voilà. Et ben voilà, réponse dans la nuit de samedi à dimanche, ça se passe à Dallas. Et là, je suis très très curieux d'avoir les chiffres de l'UFC concernant la billetterie. Parce que s'ils font sold out là-dessus et qu'ils tapent encore un record, là, ça veut vraiment dire que c'est la marque UFC qu'aura C'est fait ça. vendre. Les trois lettres, c'est ça. Bon, enfin bref. Fernand, bah, comme chaque semaine, merci beaucoup. Franchement, c'était très plaisant. Vous voyez, il y a eu des anecdotes. On a parlé MMA français. On a parlé aussi UFC international, MMA international. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Fernand qui sera la semaine prochaine sur des horizons un petit peu plus estivales. Puisque ça y est, King of G sera délocalisé un petit peu plus dans le sud. Voilà, monsieur. Yes, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de quelques vacances et donc ce sera des vacances, même si ce sont des demi-vacances, puisque je me déplace avec la team et on va en vacances ensemble et on va s'entraîner ailleurs. Mais toujours au rendez-vous le mardi à 18h, je serai là sans faute. Encore merci pour le soutien. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter, merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, merci à la majorité silencieuse.